n'était pas une première. C'était l'aboutissement, le point final d'une longue série de petites morsures que je n'avais pas voulu voir. Et en quittant la table ce jour-là, j'ai compris que la Madeleine qui acceptait ces choses n'existait plus. La femme qui reviendrait demain serait différente, plus droite, plus claire, moins naïve, et surtout, beaucoup moins seule qu'il ne le croyait. On pense toujours que les grandes humiliations surgissent d'un coup, comme une gifle, mais non. La vraie méchanceté, celle qui casse les os de l'âme, arrive par petites touches, douces, polies, pratiquement invisibles. Et c'est exactement comme cela qu'Élise a commencé. Au début, je n'ai rien remarqué. Ou plutôt, je n'ai rien voulu remarquer. Quand on est mère, on choisit souvent l'aveuglement pour garder la paix. On se dit qu'on exagère, qu'on a mal compris, qu'on n'est plus toute jeune et qu'on doit s'adapter. La première fois, ce fut un détail ridicule. Je suis arrivée chez eux avec une tarte aux pommes. La tarte que Julien adorait depuis l'enfance, celle qu'il demandait toujours pour son anniversaire. Elle l'a prise dans mes mains, l'a regardée un instant, puis a murmuré « Merci Madeleine, on va la garder pour la semaine. C'est trop sucré pour aujourd'hui. » Et elle a rangé la tarte dans le frigo, sans l'ouvrir, sans y toucher, sans même demander à Julien ce qu'il en pensait. Julien n'a rien dit. Il n'a même pas levé les yeux. J'ai souri, comme une idiote, parce que c'est ce que font les femmes comme moi. Elles sourient pour cacher la première piqûre. La deuxième fois, ce fut lors d'un déjeuner du dimanche. J'étais arrivée un peu en avance pour aider à mettre la table, comme je le faisais depuis toujours. Je faisais cela chez ma mère, ma belle-mère, mes sœurs, mes voisines. Mettre la table, c'était ma manière de dire « je fais partie de ce foyer ». Mais Élise posa une main douce, trop douce, sur mon bras. « Oh non, Madeleine, repose-toi. Ici, tu es invitée. » Invitée? Le mot m'a traversé comme un courant d'air froid. Invitée dans la maison de mon propre fils. Invitée dans une ambiance que j'avais moi-même créée, autrefois, lorsque Julien ne savait même pas encore tenir une cuillère. Je retirai mes mains, poliment, mais mon cœur, lui, se retira un peu plus profondément. Un autre jour, j'ai apporté quelques vêtements tricotés pour ma petite fille, Léa. Des pulls roses, des bonnets, des chaussettes. J'avais passé des soirées entières à les faire, avec amour, avec patience. Élise les regarda à peine. « C'est gentil, Madeleine. Mais tu sais, aujourd'hui, les enfants portent plutôt des choses modernes. On veut éviter le style vieille école, tu comprends. Vieille école, vieille. » Les mots n'étaient jamais dits directement, mais ils flottaient toujours, suspendus entre deux sourires. J'ai posé les vêtements dans un coin. On ne les a jamais vus sur Léa, pas une seule fois. Puis il y eut cette fois où je parlais avec Julien dans le salon. Un moment rare, une vraie conversation, douce, simple, comme autrefois. On parlait de Pierre, de ses habitudes, de la ferme. Élise est entrée, a regardé la scène et a lâché avec un rire léger. « Julien, tu as pensé à appeler le notaire? Tu sais, pour anticiper les choses de ta mère. Il vaut mieux s'y prendre tôt. » Ma respiration s'est coupée nette, comme si une pierre venait d'être posée sur ma poitrine. Les choses de ta mère. Pas ma santé, pas mon avenir, pas ma vie. Non, les choses, des choses à trier, à ranger, à planifier, des choses encombrantes. Julien a répondu « Oui, oui, j'y pense », sans même tourner la tête vers moi. Ce jour-là, j'ai compris que quelque chose s'était déplacé dans mon rôle de mère. J'étais devenue un dossier, une responsabilité administrative, un futur problème logistique. Une femme qui dérange, au fond. Les petites humiliations se sont accumulées. À Pâques, Élise a organisé une grande chasse aux œufs pour les enfants. Elle m'a placé en bout de table, loin de tout, en disant « Comme ça, vous verrez mieux les petits courir ». En réalité, je ne voyais rien. J'étais isolée, presque dans un couloir. Mais j'ai applaudi, fait semblant de rire, comme une figurante que l'on place stratégiquement pour qu'elle ne gêne personne. Un jour encore, j'ai voulu aider à débarrasser la table. Élise a presque arraché l'assiette de mes mains. « Madeleine, non! Les assiettes sont fragiles. Laisse-nous faire. Tu risquerais de les casser. » Je n'ai cassé qu'une seule assiette de toute ma vie. Une. En 50 ans de maison. Et ce jour-là, je n'ai pas cassé d'assiette, mais quelque chose s'est cassé en moi. Puis il y eut l'épisode du cadeau de Noël. Un moment qui aurait dû être tendre. Julien distribuait les paquets. Pour chacun, il disait un mot, une phrase, une blague. Quand il est arrivé à mon nom, il s'est arrêté. Un silence, une hésitation,
Ah oui, ça c'est pour Madeleine. Le cadeau? Un foulard. Le même modèle que l'an dernier, mais d'une autre couleur. Et j'ai compris. Ce n'était pas un cadeau. C'était un geste automatique, une obligation, une case à cocher sur une liste. Élise m'a regardé, en buvant une gorgée de son vin rouge. Son sourire disait « Tu devrais être reconnaissante ». Son regard disait autre chose. « Tu n'es plus centrale ici. Tu n'es plus importante. Tu n'es plus la mère de Julien. Tu es Madeleine. Juste Madeleine. Une silhouette. Un meuble ancien. Un objet de scène. La vérité, c'est que je me suis sentie disparaître. Pas en un jour. Pas en un geste. Mais en 100 gestes minuscules. En 1000 phrases légères. En 10 000 silences. J'étais devenue un poids, un souvenir, une gêne, un obstacle au plan d'Élise. Et Julien, mon fils, ne voyait rien. Ou il voyait, mais ne voulait pas voir. C'est souvent pire. Pourtant, dans toute cette lente disparition, il y avait un point lumineux, un point minuscule, mais tenace. Chaque humiliation, chaque remarque, chaque invisibilisation lui donnait plus de clarté. Ce n'était plus seulement la douleur. C'était une vérité qui se formait. Une vérité qui disait « Je dois me reprendre » ou « Ils me prendront tout ». Même ce qui reste de moi, la vraie fracture n'est pas arrivée par une remarque, ni par un silence, ni par une assiette oubliée. Elle est arrivée par un papier. Un simple papier, mais un papier qui, glissé sous mes yeux, a effacé des années de naïveté en quelques secondes. C'était un mardi matin. Un matin banal, gris, sans saveur particulière. J'avais décidé de rendre visite à Julien et Élise, après qu'ils m'avaient insisté, ou plutôt, Élise avait insisté. « Passe nous voir mardi, Madeleine. On parlera de certaines choses. Rien d'inquiétant, ne t'en fais pas. » Certaines choses, ces deux mots, déjà, résonnaient étrangement. Mais je m'y rendis malgré tout, par habitude, par amour aussi. Quand j'arrivai, Élise ouvrit la porte avec un sourire trop large. « Ah, Madeleine, entrez. Julien n'est pas encore là, mais ce n'est pas grave. On va commencer. » « Commencer quoi ?» Je n'ai pas osé demander. Je me suis assise dans le salon, dans le même fauteuil où elle me mettait toujours pour être à l'aise. En réalité, c'était le fauteuil le plus éloigné de la table, celui d'où l'on voit tout, sans pouvoir participer. Élise s'installa en face de moi, les jambes croisées, un classeur bleu posé sur ses genoux. Le genre de classeur qu'on utilise pour les assurances, les papiers importants, les dossiers administratifs sérieux. Elle l'ouvrit lentement, trop lentement. « Madeleine, je voulais voir avec vous quelques documents. Vous savez, à votre âge, il vaut mieux anticiper certaines choses, pour éviter les complications plus tard, pour simplifier la vie de tout le monde. » Simplifier. Encore ce mot. Il revenait si souvent dans sa bouche qu'il avait fini par perdre son innocence. Je ne dis rien. J'attendis. Elle tira une feuille du classeur. Une feuille blanche, imprimée, avec des paragraphes serrés. Elle la posa devant moi. « Vous voyez ? C'est juste une procuration. Rien de grave. Juste pour que Julien puisse gérer certains de vos papiers si un jour vous n'êtes plus, comment dire, totalement en mesure de le faire. » Je sentis un coup de froid traverser ma nuque. Une procuration générale. Une procuration qui permettrait à Julien, donc à elle, de signer à ma place, d'accéder à mes comptes, de prendre des décisions essentielles sans me consulter. Je pris la feuille, je la lisais, mais mes mains commençaient déjà à trembler. Était-ce cela, leur fameux projet dont j'avais senti la présence invisible depuis des mois? Était-ce cela, ces conversations qu'ils arrêtaient brusquement quand j'entrais dans la pièce? Était-ce cela, ces regards échangés au-dessus de ma tête? Élise me souriait toujours, mais c'était un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Vous comprenez? Madeleine, c'est mieux pour tout le monde. Et puis, on le fait pour vous protéger. Contre les erreurs que vous pourriez faire, à votre âge. À votre âge. Je posai lentement la feuille sur la table. Où est Julien? Demandai-je d'une voix très calme. Il ne va pas tarder. Mais ce n'est pas grave, je peux vous expliquer. Je la regardais, longuement, et dans son regard, j'ai vu la vérité. Pas celle des mots, celle qui se cache derrière les gestes. J'ai vu qu'elle avait préparé tout cela depuis longtemps, qu'elle se voyait déjà maîtresse de mes papiers, de mes décisions, de ma vie. Elle continua, comme si elle lisait un texte appris par cœur. Car n'était pas une première. C'était l'aboutissement, le point final d'une longue série de petites morsures que je n'avais pas voulu voir. Et en quittant la table ce jour-là,
J'ai compris que la Madeleine qui acceptait ces choses n'existait plus. La femme qui reviendrait demain serait différente, plus droite, plus claire, moins naïve, et surtout, beaucoup moins seule qu'il ne le croyait. On pense toujours que les grandes humiliations surgissent d'un coup, comme une gifle, mais non. La vraie méchanceté, celle qui casse les os de l'âme, arrive par petites touches, douces, polies, pratiquement invisibles. Et c'est exactement comme cela qu'Élise a commencé. Au début, je n'ai rien remarqué. Ou plutôt, je n'ai rien voulu remarquer. Quand on est mère, on choisit souvent l'aveuglement pour garder la paix. On se dit qu'on exagère, qu'on a mal compris, qu'on n'est plus toute jeune et qu'on doit s'adapter. La première fois, ce fut un détail ridicule. Je suis arrivée chez eux avec une tarte aux pommes. La tarte que Julien adorait depuis l'enfance, celle qu'il demandait toujours pour son anniversaire. Elle l'a prise dans mes mains, l'a regardée un instant, puis a murmuré « Merci Madeleine, on va la garder pour la semaine. C'est trop sucré pour aujourd'hui. » Et elle a rangé la tarte dans le frigo, sans l'ouvrir, sans y toucher, sans même demander à Julien ce qu'il en pensait. Julien n'a rien dit. Il n'a même pas levé les yeux. J'ai souri, comme une idiote, parce que c'est ce que font les femmes comme moi. Elles sourient pour cacher la première piqûre. La deuxième fois, ce fut lors d'un déjeuner du dimanche. J'étais arrivée un peu en avance pour aider à mettre la table, comme je le faisais depuis toujours. Je faisais cela chez ma mère, ma belle-mère, mes sœurs, mes voisines. Mettre la table, c'était ma manière de dire « je fais partie de ce foyer ». Mais Élise posa une main douce, trop douce, sur mon bras. « Oh non, Madeleine, repose-toi. Ici, tu es invitée. » Invitée? Le mot m'a traversé comme un courant d'air froid. Invitée dans la maison de mon propre fils. Invitée dans une ambiance que j'avais moi-même créée, autrefois, lorsque Julien ne savait même pas encore tenir une cuillère. Je retirai mes mains, poliment, mais mon cœur, lui, se retira un peu plus profondément. Un autre jour, j'ai apporté quelques vêtements tricotés pour ma petite fille, Léa. Des pulls roses, des bonnets, des chaussettes. J'avais passé des soirées entières à les faire, avec amour, avec patience. Élise les regarda à peine. « C'est gentil, Madeleine. Mais tu sais, aujourd'hui, les enfants portent plutôt des choses modernes. On veut éviter le style vieille école, tu comprends. Vieille école, vieille. » Les mots n'étaient jamais dits directement, mais ils flottaient toujours, suspendus entre deux sourires. J'ai posé les vêtements dans un coin. On ne les a jamais vus sur Léa, pas une seule fois. Puis il y eut cette fois où je parlais avec Julien dans le salon. Un moment rare, une vraie conversation, douce, simple, comme autrefois. On parlait de Pierre, de ses habitudes, de la ferme. Élise est entrée, a regardé la scène et a lâché avec un rire léger. « Julien, tu as pensé à appeler le notaire? Tu sais, pour anticiper les choses de ta mère, il vaut mieux s'y prendre tôt. » Ma respiration s'est coupée nette, comme si une pierre venait d'être posée sur ma poitrine. Les choses de ta mère. Pas ma santé, pas mon avenir, pas ma vie. Non, les choses, des choses à trier, à ranger, à planifier, des choses encombrantes. Julien a répondu « Oui, oui, j'y pense », sans même tourner la tête vers moi. Ce jour-là, j'ai compris que quelque chose s'était déplacé dans mon rôle de mère. J'étais devenue un dossier, une responsabilité administrative, un futur problème logistique, une femme qui dérange. Au fond, les petites humiliations se sont accumulées. À Pâques, Élise a organisé une grande chasse aux œufs pour les enfants. Elle m'a placé en bout de table, loin de tout, en disant « Comme ça, vous verrez mieux les petits courir ». En réalité, je ne voyais rien. J'étais isolée, presque dans un couloir. Mais j'ai applaudi, fait semblant de rire, comme une figurante que l'on place stratégiquement pour qu'elle ne gêne personne. Un jour encore, j'ai voulu aider à débarrasser la table. Élise a presque arraché l'assiette de mes mains. « Madeleine, non! Les assiettes sont fragiles. Laisse-nous faire. Tu risquerais de les casser. » Je n'ai cassé qu'une seule assiette de toute ma vie. Une. En 50 ans de maison. Et ce jour-là, je n'ai pas cassé d'assiette, mais quelque chose s'est cassé en moi. Puis il y eut l'épisode du cadeau de Noël. Un moment qui aurait dû être tendre. Julien distribuait les paquets. Pour chacun, il disait un mot, une phrase, une blague. Quand il est arrivé à mon nom, il s'est arrêté. Un silence, une hésitation. Ah oui, ça c'est pour Madeleine. Le cadeau? Un foulard. Le même modèle que l'an dernier, mais d'une autre couleur. Et j'ai compris, ce n'était pas un cadeau.
C'était un geste automatique, une obligation, une case à cocher sur une liste. Élise m'a regardé, en buvant une gorgée de son vin rouge. Son sourire disait « Tu devrais être reconnaissante ». Son regard disait autre chose. « Tu n'es plus centrale ici. Tu n'es plus importante. Tu n'es plus la mère de Julien. Tu es Madeleine. Juste Madeleine. Une silhouette. Un meuble ancien. Un objet de scène. La vérité, c'est que je me suis sentie disparaître. Pas en un jour, pas en un geste, mais en 100 gestes minuscules, en 1000 phrases légères, en 10 000 silences. J'étais devenue un poids, un souvenir, une gêne, un obstacle au plan d'Élise. Et Julien, mon fils, ne voyait rien. Ou il voyait, mais ne voulait pas voir. C'est souvent pire. Pourtant, dans toute cette lente disparition, il y avait un point lumineux, un point minuscule, mais tenace. Chaque humiliation, chaque remarque, chaque invisibilisation lui donnait plus de clarté. Ce n'était plus seulement la douleur. C'était une vérité qui se formait, une vérité qui disait « Je dois me reprendre » ou « Ils me prendront tout ». Même ce qui reste de moi, la vraie fracture n'est pas arrivée par une remarque, ni par un silence, ni par une assiette oubliée. Elle est arrivée par un papier. Un simple papier, mais un papier qui, glissé sous mes yeux, a effacé des années de naïveté en quelques secondes. C'était un mardi matin. Un matin banal, gris, sans saveur particulière. J'avais décidé de rendre visite à Julien et Élise, après qu'ils m'avaient insisté, ou plutôt, Élise avait insisté. « Passe nous voir mardi, Madeleine. On parlera de certaines choses. Rien d'inquiétant, ne t'en fais pas. » Certaines choses, ces deux mots, déjà, résonnaient étrangement. Mais je m'y rendis malgré tout, par habitude, par amour aussi. Quand j'arrivais, Élise ouvrit la porte avec un sourire trop large. « Ah, Madeleine, entrez. Julien n'est pas encore là, mais ce n'est pas grave. On va commencer. » « Commencer quoi ?» Je n'ai pas osé demander. Je me suis assise dans le salon, dans le même fauteuil où elle me mettait toujours pour être à l'aise. En réalité, c'était le fauteuil le plus éloigné de la table, celui d'où l'on voit tout, sans pouvoir participer. Élise s'installa en face de moi, les jambes croisées, un classeur bleu posé sur ses genoux. Le genre de classeur qu'on utilise pour les assurances, les papiers importants, les dossiers administratifs sérieux. Elle l'ouvrit lentement, trop lentement. « Madeleine, je voulais voir avec vous quelques documents. Vous savez, à votre âge, il vaut mieux anticiper certaines choses, pour éviter les complications plus tard, pour simplifier la vie de tout le monde. » Simplifier. Encore ce mot. Il revenait si souvent dans sa bouche qu'il avait fini par perdre son innocence. Je ne dis rien. J'attendis. Elle tira une feuille du classeur. Une feuille blanche, imprimée, avec des paragraphes serrés. Elle la posa devant moi. « Vous voyez ? C'est juste une procuration. Rien de grave. Juste pour que Julien puisse gérer certains de vos papiers si un jour vous n'êtes plus, comment dire, totalement en mesure de le faire. » Je sentis un coup de froid traverser ma nuque. Une procuration générale. Une procuration qui permettrait à Julien, donc à elle, de signer à ma place, d'accéder à mes comptes, de prendre des décisions essentielles sans me consulter. Je pris la feuille, je la lisais, mais mes mains commençaient déjà à trembler. Était-ce cela, leur fameux projet dont j'avais senti la présence invisible depuis des mois? Était-ce cela, ces conversations qu'ils arrêtaient brusquement quand j'entrais dans la pièce? Était-ce cela, ces regards échangés au-dessus de ma tête? Élise me souriait toujours, mais c'était un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Vous comprenez? Madeleine, c'est mieux pour tout le monde. Et puis, on le fait pour vous protéger. Contre les erreurs que vous pourriez faire, à votre âge. À votre âge. Je posai lentement la feuille sur la table. « Où est Julien ?» demandai-je d'une voix très calme. « Il ne va pas tarder. Mais ce n'est pas grave, je peux vous expliquer. » Je la regardais, longuement, et dans son regard, j'ai vu la vérité. Pas celle des mots, celle qui se cache derrière les gestes. J'ai vu qu'elle avait préparé tout cela depuis longtemps, qu'elle se voyait déjà maîtresse de mes papiers, de mes décisions, de ma vie. Elle continua, comme si elle lisait un texte appris par cœur. Imprimer des documents. Chaque signature que je posais me redonnait une part de moi-même. À la fin, Maître Lenoir me dit « Vous savez, madame, vous avez une force incroyable. Beaucoup de gens auraient signé sous la pression. Vous venez dire non. C'est rare. Et très digne. » Je souris faiblement. C'est que je n'ai plus envie d'être effacée.
Plus envie qu'on décide à ma place. Plus envie d'être invisible. Il acquiesça. Demain, l'huissier remettra vos décisions officielles. Ainsi, ils sauront que vous n'êtes pas seul, ni fragile, ni manipulable. Vous êtes protégé par la loi. En sortant, le froid me frappa au visage, mais il ne me fit rien. J'avais chaud de l'intérieur, chaud de lucidité, chaud de justice. Je marchais jusqu'à la banque pour l'étape suivante. Là-bas, Madame Perrin, la conseillère qui me connaissait depuis plus de 20 ans, écarquilla les yeux en lisant la procuration. « Madeleine, ce document est très dangereux. S'ils avaient eu cela, ils auraient pu vider vos comptes sans que vous ne compreniez rien. » Je sentis un vertige, une profondeur glacée. Elle prit ma main. « Ne vous inquiétez pas. Je vais bloquer toute tentative de procuration non validée par votre signature ici même, devant moi. Et je vais créer un code secret que vous seul connaîtrez. Pas vos enfants, pas votre belle-fille. Vous. » Je murmurai « Merci. Merci de croire en moi. » Et elle répondit, sans hésiter, « Je vous ai toujours cru, Madeleine. C'est votre famille qui a cessé de vous voir. » Ces mots m'ont transpercé. En rentrant chez moi, je posai mon sac sur la table. Je sortis mon carnet noir. J'écrivis. Aujourd'hui, j'ai repris ma vie. Demain, l'huissier parlera pour moi. Et ils comprendront que la femme silencieuse qu'ils pensaient manipuler sait écrire, sait signer, sait agir. Puis j'écrivis une deuxième phrase. Je ne serai plus jamais oubliée à table. Jamais. Le soir tomba. Un soir calme. Un soir sans peur. Je me préparai un bol de soupe chaude, je m'assis dans mon fauteuil, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai savouré le goût d'une décision. Pas la leur, la mienne. Demain, un homme en costume frapperait à leur porte. Et ils comprendraient. Je n'avais rien prévu. Aucune mise en scène. Aucune vengeance théâtrale. Je voulais seulement retrouver ma place, ma voix, ma dignité. C'est la vie, une fois de plus, qui a orchestré la scène. Le lendemain matin, alors que je versais un peu de lait chaud dans mon café, j'entendis une voiture se garer devant chez moi. Je jetai un œil par la fenêtre. Julien, Élise. Les deux descendaient précipitamment de la voiture, chacun avec un manteau à peine fermé et une nervosité visible. Ils avançaient d'un pas rapide vers ma porte. Je ne bougeais pas. Je me tins simplement droite, les mains posées sur ma tasse encore fumante. On frappa 3 coups rapides. J'ouvris, sans sourire. Élise entra sans attendre que je l'y invite. Julien suivit, tête baissée. « Madeleine, il faut qu'on parle », lança Élise d'un ton sec. Je refermai la porte, calmement. Puis je m'assis dans mon fauteuil. Pas un mot. Élise regarda autour d'elle, comme si elle cherchait un point d'appui. « Tu es allé voir un avocat ? Vraiment ?» Je la regardai longuement. Sans répondre, Julien prit la parole, la voix tremblante. « Maman, pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Tu nous fais du mal. » Une chaleur douloureuse me traversa la poitrine. Parce que ce renversement-là, je le connaissais. Ce mécanisme où l'on accuse la victime d'être l'agresseur, où l'on fait culpabiliser celle qui se défend, où l'on attend qu'une mère dise pardon, simplement pour continuer à l'utiliser. Je restais silencieuse. Élise posa un dossier sur ma table. Le dossier bleu. Le classeur d'hier. Ce document, tu aurais dû le signer. C'est normal, Madeleine. C'est ce que tout le monde fait à ton âge. Je haussai à peine un sourcil. Elle continua, la voix s'excitant toute seule. On veut t'aider, on veut protéger ton avenir. Pourquoi tu compliques tout ? Je ne répondis toujours pas. Un silence lourd, presque épais, s'installa dans le salon. Julien, mal à l'aise, finit par s'asseoir aussi. Maman, on veut juste que tout soit simple. C'est tout. Tu ne te rends pas compte, mais tu pourrais faire des erreurs. Tu pourrais te tromper. Tu pourrais signer quelque chose sans t'en rendre compte. Je posai ma tasse. Je le regardai droit dans les yeux. Et, lentement, très lentement, je dis, la seule erreur, Julien, aurait été de signer CE document. Il devint rouge, Élise pâlit. Je pris mon carnet. Je l'ouvris à la page où j'avais noté l'heure, la date et les phrases exactes d'Élise. Je lus à voix basse. Vous savez, à votre âge, il vaut mieux laisser Julien gérer les choses. J'ai mis une croix pour que vous signiez ici. C'est mieux que quelqu'un d'autre prenne les décisions. Je levai les yeux. Élise vacilla, comme si mes mots la giflaient. Tu notes ce que je dis ? Je refermai doucement le carnet. Depuis longtemps, Julien passa une main sur son visage. Il ne me regardait plus. Je me levai, je posai le carnet sur la table. Puis je sortis une enveloppe brune,
l'enveloppe scellée par Maître Lenoir, et la glissai devant eux. « Ceci est mon refus officiel, dis-je. Mon refus de vous donner procuration. Mon refus d'être traité comme une incapable. Mon refus d'être dirigé à votre convenance. » Élise voulut ouvrir l'enveloppe, mais je mis ma main dessus. « Elle sera remise légalement. Vous la recevrez aujourd'hui. Par un huissier. » Ce fut comme si l'air se coupait, comme si plus personne ne respirait. Julien se leva brusquement. « Un huissier? Tu vas si loin, maman. » « Aider Adelpha. » Je répondis doucement. « Je vais à la hauteur de ce que vous aviez prévu pour moi. Rien de plus. Rien de moins. » Il resta figé. Il ne trouvait plus ses mots. Élise, elle, explosa. « Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu nous humilies. Tu nous humilies devant tout le monde. » Je secouai la tête. « Non, Élise. Je me protège. La différence est immense. » Elle voulut encore protester, mais un bruit l'interrompit. Toc toc. 3 frappes fermes à la porte. Je savais qui c'était. Je m'étais arrangé pour que l'huissier passe avant midi. Julien blêmit. Élise devint livide. Je restai immobile. L'huissier entra, un homme grand, poli, professionnel. « Madame Madeleine, je viens remettre les documents officiels confirmant votre refus de procuration et la désignation de votre avocat. » Élise porta une main à sa bouche. Julien s'appuya contre le mur. L'huissier continua. « Je dois également remettre une copie à Monsieur Julien, en tant que personne concernée par la demande initiale. » Julien recula d'un pas. Je le regardais en silence. Ce silence-là, profond, contrôlé, ancien, n'était plus celui d'une femme soumise. C'était celui d'une femme qui sait, qui comprend, qui décide, qui tient debout. Élise essaya encore une fois. « Madeleine, tu vas le regretter. Tu nous mets contre toi. Tu te mets toute seule. » Je souris, pour la première fois depuis longtemps, un vrai sourire. Un sourire clair, sans peur. « Je ne suis pas seule, Élise. J'ai la loi avec moi. Et j'ai enfin, moi-même. » Elle recula. Julien ne dit plus rien. L'huissier se retira. Le silence retomba. Je restais debout, droite, presque grande. Ils sortirent finalement de la maison, abattus, furieux, piqués dans leur orgueil. Ils claquèrent la porte en partant. Quand je me retrouvai seule, j'attrapai mon carnet et écrivis. Aujourd'hui, le piège s'est refermé. Pas sur eux. Sur ma douleur, elle ne me dirigera plus jamais. Et je refermai le carnet. Les jours qui ont suivi la visite de l'huissier ont eu un goût étrange. Pas pour moi, j'étais étonnamment calme, centrée, presque solide. Mais pour eux, ce fut une déflagration. Ce que je n'avais pas prévu, ce que personne ne prévoit jamais, c'était la rapidité avec laquelle tout allait s'effondrer. Comme si l'huissier, en frappant à leur porte, avait également frappé sur une vitre déjà fissurée depuis longtemps. Et cette vitre-là, leur unité n'a pas résisté. Je ne l'ai pas appris de leur bouche, bien sûr. Non, c'est la vie elle-même qui est venue me le raconter, par fragments, comme elle le fait toujours. Un mot lâché par le facteur, un murmure surpris chez la boulangère, un message maladroit d'Adrien, un appel trop pressé de ma petite fille. Tout s'est assemblé comme un puzzle. La première fissure est apparue dès le soir même. Julien et Élise se sont violemment disputés. Le voisin de droite, un homme discret, me l'a raconté 2 jours plus tard, l'air gêné. « Je suis désolé, Madeleine, mais hier soir, on a entendu énormément de bruit chez eux. Des cris, des reproches. Votre nom revenait sans cesse. J'ai remercié d'un signe de tête, sans demander plus. Je n'avais pas besoin de détails. Je pouvais les imaginer. » Élise hurlant. « C'est ta faute. Tu aurais dû la faire signer avant. Maintenant, tout est foutu. » Julien rétorquant, blessé. « Arrête. Tu m'as poussé à le faire. Tu as mis ce formulaire sous son nez toi-même. Et être même. Pourquoi tu veux toujours tout contrôler? C'est ma mère. » Ce dernier mot, je pouvais l'entendre, même dans l'absence. Ma mère. Un mot qu'il n'avait plus prononcé depuis longtemps dans ce sens-là. Le lendemain, ce fut Thomas qui intervint. Il avait entendu parler de l'huissier par Julien et il s'était senti humilié, mis à l'écart, blessé dans son orgueil. Il arriva chez son frère furieux, les joues rouges, les pas précipités. « Pourquoi je ne suis pas au courant? Pourquoi vous décidez des choses pour maman sans moi? Vous vous prenez pour qui ?» J'imaginais Élise, droite comme une lame, lui répondre froidement. « Parce que tu n'y comprends rien, Thomas. Tu t'en fiches d'elle, tu n'es jamais là. Alors laisse ceux qui gèrent, gérer. » Et là, oui, je pouvais presque entendre la voix de Thomas trembler. Moi, je ne m'en fiche pas. Je ne suis peut-être pas parfait, mais je ne suis pas un vautour.
Julien aurait tenté de calmer, puis perdu patience, puis explosé lui aussi. Leur dispute a duré presque 1 heure, assez longtemps, pour que leur plus jeune enfant se mette à pleurer dans la pièce d'à côté. C'est la maîtresse de la voisine qui me l'a raconté, sans méchanceté, juste avec ce souci humain que les gens du quartier ont pour moi. Mais le pire n'était pas encore arrivé. Le 3e jour, c'est Adrien qui a craqué. Adrien, mon fils le plus doux, celui qui n'ose jamais élever la voix, celui qui me parle encore, avec une délicatesse que je croyais perdue. Il a appelé Julien, on aurait pu croire qu'il voulait apaiser. Mais non, lui aussi avait besoin de vérité. Pourquoi vous avez fait ça à maman? Pourquoi vous lui avez mis ce papier sous le nez? Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Julien a bafouillé. Il a essayé de dire qu'il voulait juste aider, juste anticiper. Et Adrien, lui, a eu cette phrase qui m'a bouleversée quand il me l'a rapportée. 3 jours plus tard, ce n'est pas maman que vous vouliez aider, c'est vous que vous vouliez arranger. Et maintenant, vous récoltez ce que vous avez semé. Julien aurait raccroché sans répondre. Élise aurait crié dans le salon. Thomas, de son côté, aurait envoyé un message menaçant dans leur groupe familial, un groupe où je n'étais même plus présente. Oui, j'apprenais tout cela de loin, très loin. Et vous savez quoi? Pour la première fois, depuis des années, je ne ressentais aucune culpabilité. Je n'avais rien détruit, rien provoqué, rien manipulé. J'avais seulement dit « non », un mot que je n'avais jamais utilisé pour moi-même. Et leur château s'était écroulé comme un château de cartes. Un soir, Adrien est finalement passé chez moi. Il avait le visage fermé, mais les yeux doux. Il s'est assis à ma table, là où Pierre s'asseyait autrefois. « Maman, tu sais qu'ils sont en train de se déchirer entre eux? Ils s'accusent, ils se crient dessus, ils ne s'adressent même plus la parole. Je voulais que tu le saches. » Je l'ai regardé dans les yeux. Et j'ai dit calmement, « Adrien, ce n'est pas moi qui ai mis le feu. J'ai seulement arrêté de me brûler. Il se consume tout seul. » Il a cligné des yeux, silencieux. Il savait que j'avais raison. Puis il m'a serré la main. « Je suis fier de toi, maman, » murmura-t-il. Ces mots furent comme une couverture chaude autour de mon cœur. Je ne souhaitais pas leur malheur, ni leur punition. Je n'étais pas ce genre de mère. Je voulais seulement une chose, qu'ils me respectent, ou qu'ils s'éloignent. La vie avait choisi pour eux. Les jours suivants, la rumeur de leur dispute se répandit dans le voisinage, comme toutes les histoires familiales qui contiennent un peu trop de vérité. Mais moi, je restais à distance, à une distance saine, à une distance nouvelle. Je lisais, je cuisinais, j'écrivais dans mon carnet, je marchais, je respirais. Je reconstruisais ma vie tranquillement pendant que la leur s'effritait dans un fracas qu'ils avaient eux-mêmes déclenché. Et un soir, en refermant mon rideau, j'ai pensé, je ne suis responsable que de ma lumière, pas de leurs ombres. Les jours qui suivirent furent étonnamment paisibles. Après tant de tensions, de chuchotements, de colère étouffée, ma maison semblait respirer de nouveau. Le silence n'était plus une menace. Il était devenu une présence apaisante, familière, presque tendre. Je pensais que je me sentirais seule, abandonnée, amputée de quelque chose. Mais non, c'était comme si, pour la première fois depuis des années, j'occupais pleinement l'espace de ma propre vie. Le matin, je prenais mon café lentement, devant la fenêtre. La lumière d'hiver glissait dans la cuisine comme une vieille amie, revenue après un long voyage. Je regardais le jardin nu, les branches fines du lilas, la terre froide, l'ombre du pommier. Et je me disais, je suis encore là, et je suis libre. Je recommençais à marcher tous les jours. Au début, juste quelques minutes, puis une demi-heure, puis 1 heure. J'allais jusqu'au parc municipal, où l'on voyait les enfants jouer, les retraités discuter, les pigeons tourner autour des bancs. Je m'asseyais toujours sur le même banc, celui que Pierre aimait, et j'écoutais le bruit du vent dans les branches. Il y avait quelque chose de guérisseur dans cette routine simple, quelque chose qui me reconduisait à moi-même. C'est là que Roselyne me rejoignit un matin, le manteau serré autour de ses épaules, son chien trottinant joyeusement. « Alors, comment tu te sens, Madeleine ?» demanda-t-elle en s'asseyant. Je pris une longue inspiration avant de répondre, plus légère, comme si j'avais ôté un manteau trop lourd que je portais sans m'en rendre compte. Elle hocha la tête, un sourire doux au coin des lèvres. C'est ce qui arrive quand on retire enfin les gens qui nous tirent vers le fond. Je ris doucement, un vrai rire, pas forcé. Je ne me souvenais plus de quand c'était arrivé la dernière fois. Je recommençais aussi à cuisiner pour moi, et non pour recevoir, non pour faire plaisir, non pour prouver que j'étais encore utile.
juste pour la beauté du geste. Un soir, je me suis fait un gratin dauphinois, toute seule, avec du thym frais. Je l'ai mangé lentement, en lisant un roman que j'avais laissé traîner des années. Le simple fait de savourer un repas sans précipitation, sans regard, sans jugement, avait un goût de victoire. Je rangeais les placards, je triais les vieux papiers, je changeais les rideaux, je dégageais la maison de tout ce qui me rappelait l'effacement. J'ouvrais des fenêtres invisibles. Ce n'était pas une révolte. C'était une renaissance. Puis il y eut Adrien. Il venait plus souvent qu'avant, pas trop, pas de manière envahissante. Juste, avec délicatesse. Comme s'il avait compris la distance juste. Un samedi, il frappa doucement à la porte. « Maman, j'ai apporté un gâteau, au cas où. » Je le fis entrer. Il avait cet air un peu gêné, un peu tendre, un peu inquiet. Il posa le gâteau un moelleux au chocolat sur ma table. « Je voulais juste vérifier que tu vas bien. » Je souris. « Je vais bien, Adrien. » « Très bien même. » Il s'assit, prit une grande inspiration. « Tu sais, tu as été courageuse. Je ne sais pas si je l'aurais été, moi. » Esbarté. Je posai ma main sur la sienne. « Adrien, ce n'est pas du courage. C'est de la survie. À un moment, quand on est poussé vers la porte, on apprend simplement à tenir la poignée soi-même. » Il serra ma main. Ses yeux brillaient. « Je t'admire, maman. » Ce mot-là, je ne l'avais plus entendu depuis 20 ans. Il m'a traversé comme une lumière chaude. Les autres ne venaient plus. Ni Julien, ni Thomas, et encore moins Élise. Parfois un message froid, administratif, presque robotique. Parfois rien. Autrefois, cette absence m'aurait tué. Je me serais demandé ce que j'avais fait de mal, où j'avais échoué, comment réparer. Aujourd'hui, je savais que je n'avais rien à réparer. Ce n'était pas moi qui avais cassé la relation. Ce n'était pas à moi de recoller les morceaux. Je m'étais juste retirée d'un terrain où je servais de marchepied. Et si leur silence leur pesait, c'était leur fardeau, pas le mien. Un matin, alors que je me brossais les cheveux devant le miroir, j'ai remarqué quelque chose. Rien de spectaculaire, juste un détail. Mon regard, il était clair, stable, débarrassé de cette ombre de peur et de doute qui m'accompagnait depuis trop longtemps. Je posai ma brosse, je me regardais longuement. « Voici Madeleine », me suis-je dit. « Voici la femme que j'avais perdue. Elle revient enfin. » Un jour, j'ai même pris une décision que je n'aurais jamais imaginée quelques mois plus tôt. J'ai réservé un week-end à la mer. Seul, pas pour fuir, pas pour pleurer, pour respirer. J'ai choisi un petit hôtel face à l'océan, avec des draps blancs et des volets bleus. J'y suis allée avec un petit sac, mon carnet noir et un livre. Le premier soir, j'ai marché sur la plage. Le vent froid fouettait mes joues, mais il ne me faisait pas mal. Il me réveillait. J'ai levé les yeux vers la mer immense et j'ai murmuré. « Me voilà. Je n'ai pas disparu. Vous ne m'avez pas brisé. Je suis encore là. » Et j'avance. La mer, en réponse, a laissé rouler une vague plus forte à mes pieds. Un signe, un salut, une invitation. En rentrant chez moi, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Je n'avais pas seulement gagné une bataille légale. J'avais gagné ma vie, ma vraie vie. Celle que l'on construit après une humiliation, avec un souffle nouveau, une dignité retrouvée et des gestes simples. Je n'attendais plus qu'on me voie. Je me voyais moi-même, et cela suffisait. Il y a des matins qui ne ressemblent à aucun autre. Pas parce que quelque chose d'extraordinaire s'y produit, mais parce que l'on se réveille autrement, plus droite, plus légère, plus lucide. Ce matin-là, la lumière d'hiver filtrait entre les rideaux beiges de ma chambre. Une lumière douce, presque argentée, qui s'étirait lentement sur le parquet. Je restais allongé quelques minutes, écoutant le bruit du vent derrière les vitres, le craquement léger des meubles qui se réchauffent. Je me levai tranquillement. Je fis chauffer de l'eau pour un thé noir à la bergamote. Je versai l'infusion dans ma tasse préférée, celle que Pierre m'avait offerte lors d'un Noël lointain, avec des fleurs bleues autour du bord. Je pris ensuite mon manteau, enfilai des bottes chaudes et sortis dans le jardin. L'air était vif, presque glacé, mais je n'avais pas froid. Je marchais lentement jusqu'au lilas, celui qui avait perdu toutes ses feuilles depuis l'automne. Ses branches nues semblaient fragiles, mais je pouvais voir, de près, de minuscules bourgeons prêts à naître. Je posai ma main sur l'écorce. « Toi aussi. Tu attends ton printemps, » murmurai-je. Le jardin était silencieux, mais ce silence n'avait plus rien de menaçant. Il était plein, presque habité, comme si la maison, la terre, les souvenirs eux-mêmes me laissaient enfin respirer à ma propre cadence. En rentrant, je m'assis près de la table. J'ouvris mon carnet noir, mon compagnon, ma mémoire,
mon protecteur. Les pages étaient remplies d'écritures serrées, de dates, de phrases qui avaient été autrefois des cris étouffés, puis des pensées organisées, puis des décisions. Aujourd'hui, j'ouvris une nouvelle page. Une page blanche, une page de paix. J'écrivis, je ne sais pas ce que demain apportera, mais aujourd'hui, je suis debout. Aujourd'hui, je suis moi. Et c'est déjà beaucoup. Je restais quelques minutes à regarder ces mots. Ils vibraient en moi comme une vérité simple. Ce que j'avais reconquis n'était pas une victoire contre eux, mais une victoire sur ce que je m'étais laissé devenir. Vers midi, Adrien passa me voir. Il apportait des mandarines et du pain frais. Il entra doucement, comme à chaque fois, avec cette délicatesse nouvelle dans ses gestes. « Maman, je voulais juste te dire bonjour et voir si tu avais besoin de quelque chose. » Je souriais. « J'ai besoin d'un thé et de ta compagnie. C'est déjà assez. » Il s'assit en face de moi. Nous avons parlé du travail, du chien de sa voisine, de la météo, des choses simples, des choses qui autrefois m'auraient semblé banales. Aujourd'hui, elles avaient un goût de vérité. À un moment, il se leva, regarda autour de lui, puis dit doucement, « Tu sais, tu as changé la maison. Elle est plus lumineuse. Ou peut être que c'est toi qui es plus présente. » Je relevai les yeux. « Non, Adrien. Je suis simplement moins effacée. » Hussein, il hocha la tête. Il avait compris. Quand il partit, il me prit dans ses bras. Un geste simple, mais un geste qui répara beaucoup. Je passais l'après-midi à ranger les tiroirs. Je tombais sur une vieille photo, Pierre tenant Julien dans ses bras. Julien avait 3 ans, un sourire immense, les bras enroulés autour du cou de son père. Je frôlais la photo du bout des doigts. Ce souvenir ne me faisait plus mal. Il éclairait. J'ai doucement replacé la photo dans une boîte avec d'autres souvenirs, non pas pour l'enterrer, mais pour la préserver. Je ne voulais plus que mon passé me gouverne. Je voulais qu'il me soutienne. En fin de journée, je décidai de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps, marcher dans la rue principale du village. Le soleil se couchait derrière les maisons, diffusant une lueur dorée sur les façades. La boulangère me fit un signe de la main. Le fleuriste me salua chaleureusement. Une voisine me complimenta sur mon manteau. J'avançais, droite, le pas assuré, et je me rendis compte que je me sentais vue, non pas observée. Vue, je n'étais plus un fantôme. Je n'étais plus l'ombre d'une mère fatiguée et silencieuse. J'étais une femme qui avait repris sa place dans le monde, même si ce monde-là était petit. En rentrant, la nuit tombait. Je m'assis un moment près de la fenêtre. La lune était mince, comme un fil d'argent. Je restais là longtemps, enveloppée dans le calme. Et alors, tout doucement, comme une évidence, une pensée est montée en moi. Une pensée qui n'était ni amère, ni vengeresse. Une pensée lucide. Ils ont essayé de me faire disparaître. Ils ont essayé de me rendre docile. Ils ont essayé de me faire croire que j'étais prête à être remplacée. Mais c'est moi qui ai décidé de me relever. Et je me suis relevée. Je pris une inspiration profonde. J'ai fermé les yeux. Et j'ai laissé les mots venir, naturellement, sans colère, sans tremblement. Des mots simples, des mots vrais, des mots qui résumaient toute cette histoire. Le silence peut aussi être une forme de justice.